Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, bon mercredi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation pour cette émission Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean, hey, t'as pas trop de brou dans le toupette, c'est pas si mal. Pas si mal, ça a été une grosse journée oui, hein? Les derniers jours. 5 points de presse en 24 heures, c'est assez rare pour cette île et Port-Cartier. On va faire un retour sur quelques événements des derniers jours. Mais d'abord, on va s'entretenir avec Anne-Sophie Bété, notre hockeyeuse des Canadiennes de Montréal, originaire de cette île. Elle met un petit peu de côté ses rêves olympiques, nous dit-elle dans l'entrevue que j'ai enregistrée plus tôt ce matin. Mais c'est dommage parce qu'elle vient de connaître une saison exceptionnelle, là, meilleure marqueuse de la Ligue canadienne de hockey féminin, donc au cours des 24 matchs réguliers pendant la saison. Mais elle a aussi très bien performé. En fin de semaine dernière, c'était la demi-finale dans cette ligue. Les Canadiennes de Montréal passent en finale. Ça a lieu dimanche, le match ultime dans la Ligue canadienne. On en parle donc avec Anne-Sophie Bété dans quelques minutes, vers 12h15, cette entrevue. 2 des points de presse des derniers jours étaient convoqués par le bureau du ministre Pierre Arcan, le ministre responsable de la Côte-Nord, qui a fait plusieurs annonces. Hier, au musée régional, j'ai enregistré avec lui une petite entrevue où on a débordé de ses annonces parce qu'il faisait ça au nom de d'autres ministères. Là. Il a fait des annonces ce matin au nom du ministre Barrette, hier au nom du ministre de la Culture, Luc Fortin, du côté du musée. Ça, on va en parler aux actualités régionales dans quelques instants. Mais avec M. Arcan, on aborde les sujets d'actualité économique pour notre région également, dont la reprise dans l'industrie du fer et le projet Mine Arnaud. On pourra entendre ce qu'il a à nous dire à compter de 12h28. Un petit montage du point de presse de ce matin pour son annonce dans le domaine de la santé, mais surtout une entrevue là réalisée hier avec Pierre Arcan sur différents dossiers économiques. C'est toujours intéressant d'essayer de voir la météo plus de 48 heures à l'avance. Hein? Mais là, en plus, le mois de mars est commencé depuis aujourd'hui. Mois de mars, ça veut dire printemps qui s'en vient. Puis là, on veut toujours savoir si on va avoir un beau printemps. C'est jamais la plus belle saison sur la Côte-Nord, le printemps. Non, je déteste les printemps de cette île. L'an passé, entre autres, là, la chaleur est arrivée quasiment juste à la mi-juillet. Ouais. On va voir ce qu'il y en est pour 2017. C'est en fait Météo Média qui vient de publier son aperçu du printemps. Et avec le chef météorologue, on va regarder justement les tendances pour cette île et Port-Cartier. Le printemps qui est pas notre plus belle saison, mais quand même, cette année, on a eu un magnifique hiver, on n'a pas à s'en plaindre. D'ailleurs, février est très, très chaud, là. On va faire un petit peu le bilan de l'hiver également avec André Monette, chef météorologue chez Météo Média. On vous offre cette entrevue à compter de 12h40 sur nos ondes. En fin d'émission, on parle de l'éco-patrouille, Valérie. Oui, tout à fait. L'éco-patrouille qui va proposer plusieurs activités aux industries, commerces, institutions de cette île et Port-Cartier bientôt. On sait que l'éco-patrouille, entre autres, fait le tour, tout ça, mais là, on aura 3 nouvelles activités qui vont être proposées. Donc, on va en parler avec Vincent Carbonel de la MRC de Cette-Rivière. Et Jean, on en a bien besoin de l'éco-patrouille. Des fois, on se dit, à quoi ça sert? Ça peut servir et je pense que les industries auraient tout avantage à s'en servir, peut-être encore plus, parce que on n'a pas des félicitations à se faire côté environnemental. Je mets le chapeau pour, en tout cas, si le chapeau vous fait, mettez-le. Mais du côté des industries, les milieux de travail, c'est pas un gros taux de récupération, entre autres. On parle de 24% des matières recyclables qui s'en vont dans le bac bleu seulement. Donc, pourquoi on est aussi bas que ça dans le taux de récupération? On va essayer de savoir, en fait, les causes de tout ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre taux de récupération dans les milieux de travail. On va en jaser avec Vincent Carbonel. C'est un peu curieux, hein? On est assez bon pour le recyclage à la maison, mais on transporte pas nos bonnes habitudes au bureau. Puis tu sais, c'est pourquoi? Est-ce que parce que c'est pas favorable? Est-ce qu'il y a pas toutes les ressources dont on devrait disposer pour faire de la récupération? En tout cas, on sait pas trop, mais on va essayer de le découvrir avec Vincent tantôt. Il y aura sûrement de la sensibilisation et des activités qui s'en viennent donc du côté de l'éco-patrouille. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale.
Actualité Pure FM. Mais d'abord, le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, fait escale à l'hôpital de Sept-Îles ce matin pour annoncer l'ajout de fonds de plus de 2 millions de dollars dans le réseau de la santé de notre région. Près d'un demi-million serviront à libérer des lits dans les centres hospitaliers par la création de 16 nouvelles places en santé mentale à l'extérieur des hôpitaux. Québec consacre aussi 1,55 million de dollars pour l'ajout d'effectifs dans les CHSLD de la Côte-Nord. On parle de 32 nouveaux postes de préposés et d'infirmières ainsi que des infirmières auxiliaires qui seront créés dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Selon le ministre Arcan, la population est préoccupée par la qualité des services aux personnes âgées et le gouvernement du Québec travaille pour faire des CHSLD des milieux de vie agréables. Il y a aussi le ministère québécois de la Culture qui a accordé 1,5 million de dollars pour la rénovation du musée de la Côte-Nord. La ville de Sept-Îles verse 600 000 dollars pour ce projet, évalué à 2,4 millions. En tournée dans la région, le ministre Pierre Arcan a annoncé la subvention de Québec hier après-midi. Le ministre responsable de la Côte-Nord estime que le bâtiment du boulevard L'Or a besoin d'un peu d'amour. L'âme d'une communauté, ça se reflète souvent à travers un musée. Le musée régional de la Côte-Nord a une influence ici dans la région. C'est important de bien l'entretenir et il avait besoin d'un peu d'amour pour le toit, pour les systèmes de climatisation, pour la protection, si on veut, des œuvres qui sont ici. Le musée régional accueille entre 12 et 15 000 visiteurs par année. Québec investit pour préserver l'état du bâtiment qui abrite des collections importantes. Le ministre Pierre Arcan a réalisé une autre annonce ce matin du côté de l'hôpital Sept-Îles, comme tu le disais tout à l'heure. Il s'en va ensuite inaugurer la caserne de pompiers de Havre-Saint-Pierre avant de revenir à Sept-Îles demain pour parler de la nouvelle prison construite près du parc Ferland. Il y a le Front commun des élus de la Côte-Nord pour le bois d'œuvre qui s'est réuni lundi avec des acteurs de l'industrie, notamment des représentants du groupe Rémabec de Port-Cartier. La députée du Bloc québécois, Marilyn Gill, a exprimé ses inquiétudes concernant les impacts dans la région du conflit entre le Canada et les États-Unis. Elle souhaite maintenir une pression constante sur le gouvernement Trudeau pour s'assurer que le Québec ne perdra pas d'emplois dans l'industrie forestière. Le Front commun de la Côte-Nord pour le bois d'œuvre a été initié par la députée Marilyn Gill. Ce front vise à protéger les intérêts de la région qui exporte vers les États-Unis une partie de sa production de bois. Le Québec passe au 6e rang du classement mondial pour les endroits les plus attractifs pour les investissements des compagnies minières. Il s'agit d'un gain de 2 positions, selon l'enquête annuelle de l'Institut Fraser. L'Association minière du Québec s'inquiète toutefois de voir notre province glisser d'un rang sur le plan canadien. La Saskatchewan et le Manitoba occupent les 2 premières positions au niveau canadien et mondial. La MQ croit qu'il faut encore diminuer les lourdeurs administratives qui augmentent le fardeau financier des sociétés minières et accélérer le processus d'octroi des autorisations environnementales au Québec. Selon la directrice de l'association, Josée Méthode, le ralentissement qu'a connu le secteur minier, notamment dans l'industrie du fer de la Côte-Nord, laisse des séquelles et des investissements se font rares. Elle croit qu'il est nécessaire de continuer d'améliorer la compétitivité du Québec. De l'improvisation lors du déchargement de pièces d'acier destinées à la construction d'un pont, sur la route de la future centrale romaine 4 et la chute de ces matériaux lourds ont causé le décès d'Alex-Antoine Proulx de Rimouski le 16 août 2016. L'enquête de la CNESST conclut que la méthode de travail était déficiente. Les juristes de l'organisme spécialisé en santé et sécurité au travail évaluent la possibilité d'émettre des constats d'infraction à l'employeur Projexco-SEMA, au contracteur en charge de construire le pont et la route Dexter ou au maître d'œuvre Hydro-Québec. Les amendes pourraient varier entre 16 000 et 300 000 $. Le travailleur a été projeté au sol lorsque les pièces d'acier se sont renversées. Il se trouvait sur la charge du camion pour guider un collègue aux commandes d'un chariot élévateur. La CNESST a interdit par la suite qu'un travailleur se retrouve sur le dessus du chargement d'un fardier, à moins d'y être attaché. La commission poursuit l'enquête concernant
le 4e décès survenu au chantier Romaine, celui de Luc Arpin, décédé en décembre. Et plusieurs femmes de Sept-Îles et Maliotenam seront honorées lors d'un 5-8 à la Maison Alouette dans le cadre de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Michel Audette, José Leblanc, Lorraine Richard, Claudette Villeneuve, Huguette Jourdain, Daniel Langlois et l'ensemble folklorique Tam Petit-de-Lame recevront des méritances. La Journée des femmes se déroulera sous le thème « L'égalité sans limite ». Les organisatrices estiment que même si des progrès ont été réalisés sur le plan des conditions de vie des femmes et dans les milieux de travail, l'égalité n'est pas chose acquise partout sur la Côte-Nord. Elles critiquent notamment l'impact des mesures d'austérité, la violence envers les femmes autochtones, l'iniquité salariale et la privatisation des services de garde à l'enfance. La CSN, l'Association des retraités de l'enseignement, la Maison des femmes de Sept-Îles et les organismes À la Source, Calac, La Pointe du Jour et le Centre Femmes aux 80 s'associent pour l'organisation des activités du 8 mars. Et ça complète ce bulletin d'information régionale. La hockeyeuse de Sept-Îles, Anne-Sophie Bété, pourrait bien soulever la coupe Clarkson dans la Ligue canadienne de hockey féminin dès dimanche. On lui parle à Côte-Nord Attitude dans quelques instants. Attitude. Aux anciens travailleurs de Cliff Minois-Bush qui reçoivent actuellement des correspondances sur les options de transfert de leur fonds de pension. L'équipe du cabinet en services financiers, les assurances Cousin et Pelletier Inc. tient à vous offrir son support dans cette étape importante. Connaissant bien les composantes de votre régime de retraite, sachez qu'il est dans votre intérêt de faire ce choix avant le 27 mars prochain. Assurance Cousin et Pelletier Inc., une entreprise locale qui veille à votre protection depuis plus de 50 ans déjà. Un message de Nadia Stobert, Mylène Lebel, Mélanie Lejeune et Magali Cousin, conseillère en sécurité financière. 88 962 97 44. Si vous achetez ou louez un véhicule avant le 7 mars chez l'un des concessionnaires du groupe Olivier, Ford, Nissan, Chrysler et Olivier d'occasion, on vous donne une carte d'essence de 500 $. Faites vite! Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler du succès des Canadiennes de Montréal et de notre hockeyeuse de Sept-Îles, Anne-Sophie Bété, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Hey, c'est une saison assez exceptionnelle pour toi, hein, quand même. Là, les Canadiennes, on vient de passer une étape importante. On se dirige quoi vers la demi-finale de la Ligue, là? Non, mais en fait, c'est la finale. On a déjà franchi la victoire à la demi-finale. Donc, ce dimanche, on s'en va en finale contre Calgary. Oui, et ça a bien été. La demi-finale, c'était contre Branston. C'était quand même une bonne équipe. On les a éliminés en 2 matchs. Oui, exactement. Donc, toutes les équipes, honnêtement, de la Ligue se sont nettement améliorées là, au cours des, je dirais, les 5 dernières années. Donc, ça fut des matchs très, très intenses, très physiques. Puis, on a réussi à avoir le dessus en 2 parties. Puis, on s'attend d'une bonne rivalité contre Calgary ce dimanche. Ça devrait être une belle compétition, une belle finale. Toi, ça fait quand même quelques saisons que tu es avec les Canadiennes. Là, tu viens de vivre pas mal ta meilleure année de hockey, là. Ben, je pense qu'à toutes les années, je réussis, je sais pas comment, mais à élever mon jeu d'un cran. Puis c'est sûr que de combiner travail, hockey, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, je pense que la réussite, en fait, va à mes coéquipières aussi, parce que toute seule, c'est sûr et certain que j'aurais pas le succès que j'ai aujourd'hui. Le fait de devenir les Canadiennes de Montréal, là, pour l'équipe, ça a été quand même une belle association avec le club de hockey du Canadien. Ça améliore les choses, quoi. Tout l'entourage d'un club de hockey, c'est important aussi, hein, le soutien. Ben, c'est sûr. Puis on est vraiment choyés, nous, à Montréal, d'avoir un bon groupe aussi de bénévoles qui nous aident autant à l'administration que de gérer comme on a fait un game, le cancer du sein. Puis eux, ils étaient là pour tout gérer. Donc vraiment, nous, on est capable de se concentrer sur notre hockey. Puis définitivement, le partenariat avec les Canadiens de Montréal a été quelque chose qui nous a aidés, parce que le fait qu'ils ont une machine de marketing, si on veut, ben ça nous aide à nous faire connaître, parce qu'encore aujourd'hui, en 2017, les gens ne savent toujours pas que les filles savent jouer au hockey. Donc, c'est sûr que ça nous a donné un grand coup de main, puis on a vu une nette différence là, au niveau des partisans dans les estrades. Mais ça progresse quand même, le hockey féminin, un peu partout. On le sent aux Jeux du Québec. Les filles de la Côte-Nord là, ont vécu un match exceptionnel cette semaine. C'est en progression partout, je pense, le hockey féminin quand même. Là. Ça commence de plus en plus jeune, avec des équipes. Là. Toi, dans ton temps, ici à Sept-Îles, les filles jouaient dans des équipes de gars. Hein? C'est exact. On était
2-3 filles qui évoluaient dans les équipes masculines. Puis même quand je suis arrivée à Montréal, j'ai évolué avec les garçons parce qu'il n'y avait pas vraiment de ligue pour les plus jeunes. Donc c'est le fun de voir l'ascension du hockey féminin. Puis je pense qu'on est dans une période transitoire où éventuellement on espère que les filles aussi puissent rêver d'un jour de jouer au hockey, d'en faire un métier. Tu as connu aussi d'excellentes saisons là avec l'Université McGill à Montréal, tes années de hockey universitaire. Là, la dernière saison régulière, 18 buts, 18 passes en 24 matchs, c'est quand même assez exceptionnel. T'étais première d'ailleurs dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Là. Comment t'expliques ton succès cette année? Je pense que tu travailles avec le même groupe de filles aussi. Là. Il y a un noyau qui se suit depuis quelques années, hein? Oui, effectivement, on commence à avoir une cohésion qui est encore plus solide. Puis cette année, notre équipe, comme je disais au départ, a augmenté d'un cran. Donc on est allé chercher des bonnes recrues. Puis au fil du temps, c'est sûr que tu commences à apprendre à connaître les joueurs avec qui tu joues. Puis c'est beaucoup plus facile là, sur la glace par la suite. Là. Comment on l'appelle la coupe là dans la Ligue canadienne de hockey féminin, la Coupe Stanley du hockey féminin canadien qui s'en vient, qui est à portée de main pour vous autres? On l'appelle la Coupe Clarkson. Pour toi? C'est sûr que... Hein? Pour toi, c'est un petit peu un rêve, hein? T'as hâte de la soulever, la Coupe Clarkson. C'est un peu le sommet pour une joueuse de hockey aussi, là. Ben, c'est ça. Là, je pense que je suis rendue là dans ma carrière aussi. Tu sais, ça fait ma 5e année cette année dans la Ligue canadienne. Puis, on a eu l'opportunité d'aller en finale. Puis, on était si proche du but. Puis, ça s'est jamais concrétisé. Donc, cette année, j'espère que c'est la bonne parce que c'est vraiment un sentiment que j'ai hâte de vivre pour être capable de lever cette coupe. Tu sais qu'ici, tout le monde se plaît à rappeler que tu es originaire de cette île, même si ça fait quand même quelques années que t'es plus chez nous. Là, ta famille est encore ici, tu y reviens régulièrement. T'as inspiré d'autres filles. Je pense à Mélodie Bouchard qui arrive du championnat universitaire, les universiades en Russie, là, au Kazakhstan. Je pense que tu le sais, hein, que t'inspires les jeunes dans ta région d'origine aussi. Ben, j'espère. En fait, c'est sûr que d'être capable d'avoir une personne qui a du succès, puis c'est en fait de leur dire de continuer à croire en leurs rêves, puis de s'amuser dans qu'est-ce qu'ils font, que ce soit le hockey, que ce soit la musique, mais bref, peu importe qu'est-ce que ce soit, c'est croire en tes rêves, puis mets l'effort pour, puis tout est possible. Donc, c'est sûr que moi, quand je suis partie de cette île, ça a été difficile de quitter ta famille, tes amis, même la langue française à la langue anglaise. Donc, ça a été une grosse période d'ajustement, mais c'est tant mieux si je suis capable de motiver certaines de ces filles-là, puis peut-être même des garçons qui me regardent. Toi, t'as quitté assez jeune la région Côte-Nord quand même. C'est vraiment les premiers moments à l'extérieur qui sont les plus difficiles, puis où on a besoin de l'appui de parenté quand c'est possible à Montréal ou ailleurs, là. Ben, c'est sûr, je suis quelqu'un qui est extrêmement familial, donc quand mes oncles, mes tantes, mes grands-parents venaient me voir jouer au hockey à l'Arena, puis encore à parents à Carbonneau, c'est sûr que quand tu déménages à Montréal, tu l'as plus ce soutien-là parce que ils sont plus là. Tu le sais qu'ils sont avec toi dans ton cœur, mais c'est pas pareil. C'est vraiment une période d'ajustement. Puis justement, le dernier match de saison, mes grands-parents et quelques oncles et mes tantes sont venus me voir à Montréal. Donc ça a été vraiment pour moi un moment de jeunesse que j'ai pu revivre parce que de voir ces personnes-là dans les estrades, je le sais qu'ils me suivent à travers l'année. S'ils pouvaient, ils viendraient me voir toujours, mais ça a été vraiment un moment magique pour moi de les voir dans les estrades. Anne-Sophie, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des rêves qui t'échappent encore dans le domaine du hockey féminin? Je voyais certaines de tes collègues là qui ont des invitations pour l'équipe nationale. On aurait pu croire que Anne-Sophie aurait eu des invitations pour faire partie de l'équipe olympique canadienne. Il y a des choses que tu aimerais encore réaliser. Il y a encore des possibilités d'aller plus loin pour toi? Ben, c'est sûr que je pense que c'est le rêve de toute jeune fille d'être capable d'aller aux Olympiques. C'est sûr que ça a été mon rêve depuis mon plus jeune âge. Par contre, je suis rendue dans un point dans ma vie où j'ai été sur l'équipe nationale moins de 22 ans, moins de 25 ans, donc pour le programme de développement. J'ai fait partie des top 40, mais j'ai jamais réussi à franchir le top 20. Mon ascension ou mon amélioration, c'est comme je disais au départ, j'ai réussi à m'améliorer année après année. Je crois pour eux, je suis rendue une personne qui est trop vieille parce qu'ils veulent miser sur les jeunes. Donc j'ai comme mis, si on veut, fin à ce rêve-là parce que je me dis, je suis mieux de me concentrer sur quelque chose que j'ai le contrôle, puis regarde, si un jour ça va arriver, ben ça va me faire plaisir de représenter mon pays, mais quand on regarde ça comme ça, j'ai donné mon possible.
il arrivera ce qui arrivera. En même temps, je sais que tu as du succès ailleurs là sur le plan professionnel comme conseillère financier. Entre autres, aujourd'hui, c'est la dernière journée des REER. Là, tu as sans doute un plan, une bonne journée en avant de toi. Peut-être que ça aide aussi, hein, le fait d'avoir fait du hockey pour la discipline, pour la notoriété aussi, pour ton travail. Hein, ça contribue. Tu as du succès dans ton travail aussi beaucoup. Oui, effectivement, c'est sûr que ça donne une discipline. Tu sais, à l'école, tu joues au hockey, à l'université, tu jouais, j'étudiais. Donc, tu dois avoir des méthodes de travail que tu développes. Puis je pense que les clients apprécient ça. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, il y a un client un peu plus âgé qui est allé dans ses recherches, voir si j'avais mes permis, etc. Puis il a vu mon pedigree au niveau du hockey. Puis il m'a dit, hey, t'as été joueur du match joueur du mois de janvier. Donc, c'était vraiment, à ma grande surprise, qu'il a été voir ça, mais je pense que ça donne un impact positif. Puis, autant l'effort que je mets dans le sport, c'est l'effort que je mets pour mes clients. C'est vraiment, ça m'améliore. Puis, en fait, c'est de les aider à atteindre leur objectif financier. Donc, pour moi, j'adore mon travail. Puis, d'un côté, le rêve olympique a été peut-être une déception pour moi de ne pas avoir fait autant les Jeux en 2010 qu'en 2014. Mais ça m'a permis de trouver un travail qui passionne et je pense que c'est ça qui est important. Dans mon âge, dans mes années, en fait, je pense pas que les filles vont pouvoir faire une carrière de hockey féminin. Donc, je crois que ça va être de travailler justement pour que les plus jeunes puissent avoir l'opportunité de le faire. Puis, à ce jour, je suis contente d'être capable d'aider les gens de jouer au hockey puis de vivre une belle vie. Pardon. En attendant, on va suivre la finale de la Coupe Clarkson. Malheureusement, le hockey féminin, même si les Canadiennes sont peut-être aussi excitantes à aller voir jouer que les Canadiens de Montréal de ce temps-ci, c'est moins médiatisé, mais est-ce qu'on peut suivre probablement sur Internet les matchs qui s'en viennent? Ça commence vendredi, la finale. Là. En fait, la finale, c'est une finale. Donc, c'est pas un 2-3 comme les demi ont été. Donc, c'est vraiment un match. C'est dimanche. Puis pour ceux qui ont Sportsnet, ça va être sur cette chaîne-là. Donc, c'est vraiment le partenaire. C'est allié à la Ligue canadienne de hockey féminin. Donc, vous pourrez nous voir sur Sportsnet. Bon, on va suivre ça dimanche pour la Coupe Clarkson. Ça pourrait se passer dès dimanche soir. Il y a des grosses festivités pour les gagnants quand même si c'est pas une série 4-7, là. On va commencer par jouer la Faut gagner d'abord, oui. C'est ça, puis après ça, le reste va s'en suivre. Anne-Sophie Betté, un gros merci d'avoir pris du temps pour la radio de Sept-Îles aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci, bonne journée. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, réalise un long séjour dans la région cette semaine. Il était à Bécomo lundi, à Sept-Îles hier au musée. Il a annoncé une subvention importante pour la rénovation du bâtiment. Ce matin encore, une annonce du côté du centre de santé de l'hôpital de Sept-Îles. Et là, il s'en va à Havre-Saint-Pierre. Il revient demain pour parler de la prison. Hier, en marge de son point de presse au musée régional, j'ai eu l'occasion de lui poser plusieurs questions aussi sur son ministère, les ressources naturelles et sur l'actualité économique des projets comme Mine Arnaud. On va donc entendre d'abord un extrait du point de presse de Pierre Arcan qui avait une annonce à faire au nom de Gaétan Barrette ce matin à l'hôpital de Sept-Îles. Et tout de suite après, l'entrevue que j'ai réalisée avec lui hier au musée régional du boulevard L'Or à Sept-Îles. La santé, évidemment, occupe au niveau du gouvernement du Québec 50% du budget. Alors, j'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point la santé est un facteur déterminant, est un élément, je dirais, déterminant dans le budget total de la santé du gouvernement du Québec. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on veut annoncer des investissements qui vont être très positifs pour la Côte-Nord. Plus précisément, les répercussions attendues se feront sur la fluidité des soins et des services pour la population. Et l'objectif, c'est d'offrir, encore une fois, de meilleurs services pour certaines clientèles qui sont ciblées. Alors, je vous annonce aujourd'hui
aujourd'hui que plus de 2 millions de dollars seront versés pour les services de santé dans la région. D'une part, ce montant va servir à créer des places en santé mentale et par le fait même à libérer des places dans les hôpitaux de la région. Et d'autre part, ce montant va permettre également d'ajouter des effectifs au sein des centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD. Je vais donc vous présenter un peu plus en détail la répartition de ces montants. D'abord, une somme de 478 880 $ est consacrée à la région pour la création de 16 places en santé mentale. Précisément, ces places se répartissent comme suit: 4 places d'hébergement de longue durée, 4 places de transition, 4 places de soutien en logement social et 4 places pour la gestion de crise et l'observation. Ces places seront divisées à part égale entre Sept-Îles et Bécomo, donc 8 à Sept-Îles et 8 à Bécomo. Ces nouvelles places correspondent aussi à autant de lits de soins aigus qui seront libérés dans les centres hospitaliers de la région. Ça veut dire que nos centres hospitaliers vont avoir une marge de manœuvre qu'ils n'avaient pas avant. Et là, cela aura pour effet, et je l'espère fortement, aurait pour effet de diminuer l'attente au sein de ceux-ci. Maintenant, pour mettre en contexte également, je mentionnerai que cette initiative découle directement d'un investissement de plus de 100 millions de dollars que nous avons fait pour l'ensemble du Québec, qui avait été annoncé par le ministre Barrette le 7 décembre dernier, lequel vise à désengorger les hôpitaux et diminuer l'attente dans ces établissements. Ainsi, en offrant un accès plus rapide à ces services, nous répondons de manière concrète aux besoins de la population et nous venons en plus optimiser l'utilisation des lits de courte durée dans les hôpitaux. L'autre partie de ce montant qui est accordé à la région de la Côte-Nord, soit une somme de 1 551 200 $, servira, on a une population qui vieillit comme vous le savez tous, servira donc à fournir de nouveaux effectifs au CHSLD pour mieux répondre aux besoins des personnes hébergées. Cet argent va permettre en plus l'embauche du personnel supplémentaire, soit environ 32 personnes. C'est donc création de 32 emplois. Alors, Monsieur Pierre Arcan, comment ça fonctionne? Hein? Vous faites une tournée de 4 jours dans la région, des annonces, ça va de la prison à la caserne de pompiers au Havre, au musée, l'hôpital demain matin. Finalement, vous, avant de venir sur la Côte-Nord, vous ramassez tout ce qui se passe concernant la Côte dans tous les ministères, quoi? Ben, je pense que c'est important que les gens puissent savoir un peu le travail que l'on fait. Moi, j'implique beaucoup en titre de ministre régional. J'implique aussi beaucoup les autres ministres. Le Dr Barrette est venu ici à quelques reprises. Cette semaine, j'ai le ministre des Affaires municipales de la Sécurité publique, M. Coiteux. J'étais à Bécomo lundi avec le ministre des Transports et de l'Agriculture, M. Lessard. Et donc, mes collègues viennent avec moi et j'en profite évidemment à chaque fois pour les sensibiliser sur différents éléments, des dossiers d'importance pour la région, parce qu'il faut que la région soit dynamique et le gouvernement doit être là pour l'aider également. Comme là, aujourd'hui, c'est au musée régional, c'est pas une ressource naturelle, c'est pas dans votre ministère directement, mais c'est quand même une subvention majeure, là. Pour vous, c'est nécessaire, ce genre de fonds publics-là, là, pour un bâtiment comme le musée ici? Bien, vous savez que l'âme d'une communauté, ça se reflète souvent à travers un musée, et donc, en ce sens-là, le musée régional de la Côte-Nord a une influence ici dans la région. C'est important de bien l'entretenir, et il avait besoin d'un peu d'amour pour le toit, pour les systèmes de climatisation, pour la protection, si on veut, des œuvres qui sont ici. Alors, on a décidé d'investir 1,5 million sur un projet d'environ 2,4 millions. Et donc, pour nous, c'était important de le faire. Maintenant, quand le ministre Pierre Arcan vient sur la Côte-Nord, on s'attend de jaser, entre autres, au niveau des mines, de la Société du Plan Nord. Il y a quand même, plusieurs projets, là. Tata Steel qui nous annonçait la semaine dernière qu'on embauche jusqu'à 400 personnes. On a eu une étude de faisabilité positive pour Champion, éventuellement une réouverture au lac Bloom. Tout ça, c'est positif. Vous surveillez ça de près, puis les bonnes annonces vont venir, quoi? Ben, je pense que oui. Puis, vous savez, je suis à Toronto la semaine prochaine. Il y a un gros congrès là des gens dans le domaine minier. Et donc, je serai là pour faire valoir le Québec. Puis aujourd'hui, on a une très belle nouvelle en passant. Un institut qui nous met maintenant 6e comme endroit dans le monde, là, qui au niveau de l'attraction des investissements. Alors, ça veut dire
dire qu'on fait un bon travail de ce côté-là. Puis la raison pour qu'on fait un bon travail, c'est que les investisseurs, ils veulent avoir de la prévisibilité. Alors, ils ont de la prévisibilité avec nous parce qu'on a maintenant une loi sur les mines, on a des règlements, on a les règles du jeu qui sont maintenant connues au niveau des redevances à plusieurs niveaux. Et donc, ils savent exactement à quoi s'attendre au niveau minier. Et on a également, avec les communautés autochtones des différentes régions au Québec, je pense, et le rapport Fraser le disait d'ailleurs par rapport à l'Ontario, je pense une meilleure relation avec les communautés autochtones. Et ça, c'est important dans le domaine minier, comme vous le savez. Et donc, on va continuer à travailler de concert avec toutes les communautés. Il reste qu'on regardait les chiffres, entre autres, de l'Institut de la statistique. On a perdu 500 personnes là, dans la dernière année à Sept-Îles-Port-Cartier, au-dessus de 1700 pour l'ensemble de la Côte-Nord. Puis là, on regarde grimper le prix du fer sur les marchés mondiaux, ça s'améliore. Est-ce que, il faut être patient, c'est un peu ça le message, parce qu'on voudrait retrouver le niveau d'emploi qu'on avait il y a 2-3 ans, là. Oui, on va aller retrouver certainement de nouvelles entreprises, des nouvelles façons de faire. On a beaucoup de projets et nous, comme gouvernement, c'est notre responsabilité de travailler à la vitalité d'un territoire. Alors oui, il y a eu quelques périodes difficiles, là, en particulier en 2012, 2013, 2014, mais là, on sent que l'économie reprend, les acteurs financiers qui investissent des sommes très considérables dans le domaine minier semblent être maintenant embarqués de fort belle façon. Et puis l'autre élément pour moi qui est important aussi pour la Côte-Nord, c'est qu'on peut pas seulement dépendre des mines. Il faut d'autres entreprises. On a annoncé des efforts et des investissements, entre autres pour améliorer certaines entreprises de fabrication dans le domaine des fruits de mer, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Il y a des projets. Il y a des projets également dans d'autres domaines. Alors, il faut qu'il y ait une diversification pour que la Côte-Nord soit pas tributaire là, des activités minières selon le fait que ça va ou ça va moins bien. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse, en ce sens-là, réussir à équilibrer, si on veut, l'activité économique dans la région. Il reste que, on l'a vu avec le dossier de Tata Steel, le gouvernement du Québec, Investissement Québec s'est investi. La santé, évidemment, occupe au niveau du gouvernement du Québec 50% du budget. Alors, j'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point la santé est un facteur déterminant, est un élément, je dirais, déterminant dans le budget total de la santé du gouvernement du Québec. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on veut... Il y a eu une petite erreur dans le montage avec Pierre Arcan. On pourra entendre la deuxième partie de l'entrevue un peu plus tard. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Dans quelques instants, on s'entretient avec André Monette. Il est chef météorologue chez Environnement Canada. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Météo Média dévoile son aperçu du printemps. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui s'en vient. Bien sûr, c'est un aperçu. Là, on donnera pas des températures exactes, mais c'est un spécialiste qui analyse un peu tous les paramètres qui nous permettent de prévoir le temps. André Monette de Météo Média est avec nous. Bonjour, Monsieur Monette. Bonjour à vous. Peut-être un petit bilan de l'hiver d'abord. Là, c'était vraiment spécial, hein? Surprenant même ici. Beaucoup de neige, pas trop de froid. Un hiver magnifique finalement sur la Côte-Nord. Oui, exactement. Vous êtes une des régions les plus avantagées par l'hiver qu'on a eu. Effectivement, il n'y a pas eu de grand froid dans le secteur. Oui, il y a eu des moins 30 degrés, mais quand même moins que la normale. Et on finit l'hiver avec des températures d'environ 1,3 degrés au-dessus de la normale. Donc très agréable. Et comme vous avez mentionné, beaucoup de neige, là. On est environ 20% plus de neige que la normale, là. C'est-à-dire qu'on a atteint 300 cm déjà depuis le 1er décembre. Donc, c'est quand même une très belle saison, puis on a pu en profiter pendant les 3 mois. Oui, la neige est venue assez rapidement à part ça en décembre. Il y a eu ces tempêtes historiques aussi là dans le temps des fêtes. Mais février qu'on vient de terminer était très très chaud pour ici. Hein? Je ne sais pas s'il y a des records, mais on a rarement vu. D'habitude, février, c'est le mois du froid, puis mars, c'est le mois des tempêtes. Oui, ben en fait, vous n'avez pas de record. Il y a déjà fait beaucoup plus chaud, par exemple en 2010, là, mais vous êtes quand même pour le mois de février 1,5 degrés au-dessus de la normale. Mais c'est que depuis la Saint-Valentin,
c'est vraiment doux. Donc la perception, c'est que tout le mois a été doux, là, mais en début de mois, on a quand même eu des moins 30 degrés, là, autour du 3, 4, 5. Là, donc, mais depuis la Saint-Valentin, on est nettement au-dessus de normal. Là, on n'a pas eu de température vraiment froide. Là, donc, mais là, c'est comme vous dites, le mois de mars, c'est le mois des tempêtes et on en a une qui s'en vient là, dans les prochaines heures. Oui, déjà quelques centimètres de prévu aujourd'hui. Par contre, bon, ici, on est vraiment collé sur le Saint-Laurent. On l'appelle la mer parce que c'est très large. On est presque en pleine mer ici en région côtière, là, comme ça, sur le Saint-Laurent. On voit qu'il y a moins de glace. Hein? Ça devrait affecter le climat des prochaines semaines. Hein? Oui, tout à fait. À cause de la douceur qu'on a eue au courant de l'hiver, les glaces se sont moins formées cette année. Donc, c'est bon augure pour le printemps. Ça veut dire que plus les glaces fondent vite ou disparaissent, plus le climat peut se réchauffer vite dans la région. Donc, c'est bon signe parce qu'on sait que la Côte-Nord, vous êtes un peu les derniers à avoir les premières douceurs printanières à cause justement du fleuve, la proximité du fleuve et du golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est le bon augure pour le printemps 2017. Oui, il y a le fleuve, mais en fait, on est entre terre et mer ici. Hein. Il y a la zone nordique aussi, qui quand les vents nous ramènent, arrive des terres. Là, il y a beaucoup de neige. Est-ce que ça annonce quand même quoi? Ici, le printemps, c'est jamais super beau. Là, c'est pas la saison la plus agréable à cette île, le printemps. Ça vient tardivement. Surtout les gens qui viennent d'autres régions qui sont habitués là à des températures plus chaudes en avril et mai. Oui, tout à fait. La région de la Côte-Nord, c'est plus l'automne que vous avez une belle saison ou la fin de l'été là. Donc oui, c'est cette année. Heureusement, comme je mentionnais, les glaces devraient disparaître assez vite. Donc on va peut-être avoir un plus beau printemps cette année. Les températures prennent du temps à grimper dans la région et on a de la neige quand même assez tardivement. Là. Vous êtes la dernière région du Québec à se débarrasser de la neige. Donc faut aimer la neige quand on vit sur la Côte-Nord. Et là, il y en a beaucoup à fondre cette année. C'est pour ça qu'on se demande si la chaleur va venir. Quoi. Souvent, ça arrive seulement en juin, juillet. Je me souviens l'an passé, là, avant le mois de juillet, on n'a pas vraiment vu de chaleur à cette île Port-Cartier. Non, tout à fait. En plus, c'est ça. L'année passée, l'été avait été quand même agréable, mais ça a pris du temps avant que ça s'installe. Au début juillet, il y avait encore des températures en bas de 10 degrés. Là, donc, ça faisait beaucoup plus ça faisait pas très été, mais oui, effectivement, cette année, là, vous avez un gros couvert de neige. Là, vous avez 86 cm de neige en ce moment, mais là, avec les centimètres qui vous attendent, on va assurément revenir au-dessus de 100 cm. Donc, normalement, les dernières, la fin de la neige au sol dans la région, c'est autour du 15 au 20 mai. Cette année, ça devrait être aussi dans ces eaux-là, même peut-être un peu plus tard à cause du grand couvert de neige que vous avez. Là. Vous avez parlé d'une tempête qui s'en vient. Du côté des précipitations, est-ce qu'on est capable de prévoir quand même quelques mois d'avance les précipitations qui peuvent s'en venir dans un secteur précis comme la Côte-Nord? Oui, on a une meilleure idée pour les températures. Là. Donc, pour les températures, on pense que le mois de mars va être encore un mois hivernal hésitant, avec quand même encore beaucoup de neige à recevoir, mais le mois de mai risque d'être assez agréable cette année. Là. On pense que les températures vont être au-dessus du normal pour le dernier mois. Pour les précipitations, on n'a pas de signal clair pour cette saison-ci. Là. Donc, on pense qu'on vous allez être dans les normales de saison, donc recevoir environ encore une centaine de centimètres d'ici le 31 mai et environ 150 mm de pluie, ce qui est normal. On pense donc que il n'y aura rien d'extrême cette année au niveau des précipitations pour la région. Là. Parmi les facteurs qui ont un impact là, sur la météo au Québec, on est proche de l'Atlantique, mais curieusement, l'océan Pacifique, les phénomènes comme El Niño, ça influence beaucoup la météo chez nous. Hein? Oui, c'est sûr que c'est des effets indirects. Là. Ce qui se passe dans le golfe du Saint-Laurent va vous impacter beaucoup plus directement, mais qu'est-ce qui se passe dans l'océan Pacifique au niveau de l'équateur ou au niveau du Pacifique Ouest, ça a tous des effets indirects sur nous. Donc là, présentement, on a sorti
phénomène El Niño. Le phénomène El Niño, c'est des températures au-dessus des normales au niveau de l'équateur dans le Pacifique. Quand il y a un El Niño fort, ça a vraiment des fortes répercussions sur le climat partout sur la planète. Là aussi, on a une bulle d'air froid au niveau du Pacifique en Colombie-Britannique. Normalement, ça fait que les températures restent fraîches et par ricochet, ça nous met des températures, nous, dans l'est d'Amérique du Nord, plus douces. Et c'est ça qu'on vit depuis environ le mois de mai 2016 où on connaît des températures dans les normales ou au-dessus des normales là, pour la Côte-Nord. Donc, en résumé, là, on sert pas nos raquettes, nos skis puis nos motoneiges tout de suite. Là, il y a de la neige en masse à fondre, donc on peut pratiquer les loisirs d'hiver encore plusieurs semaines sur la Côte-Nord. Par contre, le sol a peut-être pas gelé beaucoup avant les premières neiges. Peut-être que quand la neige va s'effacer, on va être plus prêt à cultiver le sol, peut-être. Oui, mais par contre, il a quand même fait froid au mois de janvier, donc le sol, je pense que il va, il a gelé là, correctement, mais comme vous dites, on prévoit pas de grands redoux à court terme ni à moyen terme, donc si on a des projets de sport d'hiver, des randonnées de motoneige dans les prochaines semaines, ça va se faire très facilement. Là, on prévoit même encore de la neige la semaine prochaine, donc c'est des conditions idéales pour en profiter. Monsieur Monette, on peut rappeler là, que quand on fait les aperçus comme ça à plusieurs semaines d'avance, on donne plutôt des tendances. Hein? On n'est pas comme dans nos prévisions 24-48 heures, là, très très précis. C'est ce qu'on a ce midi là, comme information. Oui, tout à fait. Donc les prévisions saisonnières comme ça, c'est des grandes tendances. C'est sûr qu'il peut y avoir des variations de semaine par semaine. Donc même si je vous prévois un mois de mai qui risque d'être au-dessus des normales, ça ne veut pas dire qu'à la fête des mères, il va faire 20 degrés. Là, donc ça pourrait être qu'on soit dans un moment où les températures sont plus froides. Mais quand on va faire le bilan des 3 mois, on risque d'être dans les normales ou légèrement au-dessus pour la région. La normale pour les 3 mois, c'est autour de 0 degrés quand on fait la moyenne des maximums et des minimums pour les 3 mois. Donc, on devrait être légèrement au-dessus de ces valeurs-là. C'est sûr que les températures vont grimper là, assez rapidement au fur et à mesure qu'on avance dans le printemps. Là, on le voit avec le soleil qui se couche de plus en plus tard là, dans la région. Là, ça fait du bien là, d'avoir un peu de clarté. Là. Donc, là, le soleil se couche après 17 heures là, finalement pour cette île Port-Cartier. Donc, d'ici 2 semaines, on va avancer l'heure en plus. Donc, le soleil va se coucher encore plus tard. Oui, puis le lever, c'est important aussi pour les gens de radio qui travaillent souvent de bonne heure. Là. Ça paraît quand le soleil se lève un peu plus tôt. Là. C'est bon pour le moral aussi. Oui, tout à fait. Là, c'est autour de 6h10, mais malheureusement, on va avancer l'heure, donc on va revenir. Ah oui, on recule, c'est vrai. On recule une fois le printemps. Peut-être mentionner aussi, hein, dans les 24-48 heures, vous êtes chef météorologue chez Météo Média. Vous suivez de près quand même. Les résultats sont toujours très, très bons. Hein. Ça s'est beaucoup amélioré, même si ça fait quelques années que vous pratiquez votre métier. On le voit, l'amélioration des machines ou des prévisions à court terme, c'est phénoménal même. Oui, en effet, c'est sûr qu'il y a toujours des cas particuliers où on peut pas battre la science, on peut pas battre Mère Nature là. Donc nous utilisons des modèles météo très très sophistiqués mais des fois la science rate des événements, mais je vous dirais la majorité des cas on a quand même une bonne performance, surtout dans le court et moyen terme. Là il y a une prochaine tempête qui s'en vient, vous allez quand même avoir des bonnes quantités. Et là après ça on a une baisse des températures prévue pour le week-end avec les températures les plus froides qu'on va avoir depuis 3 semaines. Ça c'est des garanties là que les températures vont être froides là, pour le week-end. Là. Donc, et pour les détails, des choses qu'on voit bien. Pour les détails d'heure en heure, il y a toujours le site internet météomédia.ca où on a l'information par ville, par secteur. On a aussi des belles applications disponibles pour les vrais mordus de météo, les gens qui travaillent en plein air aussi, là, planifier des activités de loisirs également. Il y a des belles applications disponibles chez Météo Média. Oui, tout à fait. Donc, j'invite les gens à télécharger notre application. On peut voir quand est-ce que les précipitations commencent, terminent, est-ce qu'il y a du temps violent qui est à venir sur le secteur. On peut voir les prévisions heure par heure. Donc, c'est des bels outils. C'est
C'est sûr qu'il faut consulter souvent notre site internet, les applications. La météo, c'est une science qui change, donc on a des mises à jour qui se font très régulièrement, donc c'est important de rester à l'affût, surtout quand on a des projets, disons, à plus moyen long terme, c'est important de consulter souvent. Eh bien, Monsieur André Monette, je rappelle que vous êtes chef météorologue chez Météo Média. Un gros merci pour ces prévisions, cet aperçu du printemps pour notre région. Ben, ça fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. Côte-Nord. Attitude. Vous avez envie d'une bonne crème molle ou d'une poutine au crabe. Ah, et pourquoi pas d'un hamburger? Au Snack Bar chez Mimi, on a tout ça pour vous et bien plus encore. Et ça tombe bien parce qu'on ouvre nos portes officiellement ce jeudi avec une offre spéciale. Ce jeudi seulement, à l'achat d'un trio pour enfants, recevez gratuitement une petite crème molle. Visitez notre page Facebook pour connaître les heures d'ouverture. Le Snack Bar chez Mimi, 144 rue des Plaques-Bières au Parc Ferland. 962-6464. 962-MIMI. Il nous manque un petit bout d'entrevue parce que j'ai fait un mauvais montage ce matin. On va réentendre Pierre Arcan, deux petites dernières questions concernant l'actualité économique. Ensuite de ça, on va parler de l'éco-patrouille avec Vincent Carbonel qui sera avec nous en direct. Il reste que, bon, on l'a vu avec le dossier de Tata Steel, le gouvernement du Québec, Investissement Québec a investi directement dans cette compagnie-là pour ce qui se passe actuellement, là. On embauche entre autres beaucoup d'Autochtones à Shefferville. Le dossier de Champion, est-ce que ça pourrait être pareil? L'entreprise, après son étude de faisabilité positive, cherche 327 millions de dollars. Québec va être partenaire là-dedans? Oui, le Québec, il regarde chaque dossier. Investissement Québec regarde chaque dossier. Pour nous, c'est très important de bien comprendre qu'on n'est pas un État subventionnaire de façon générale. On va aider ici un musée, par exemple, parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Mais dans le cas de ces entreprises-là, le gouvernement peut faire des prêts, peut prendre un partenariat, évidemment minoritaire, pour s'assurer justement que l'entreprise travaille de concert avec le gouvernement et maintient des emplois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le maintien des emplois et la création de nouveaux emplois. Alors, en ce sens-là, c'est très important qu'on soit présent et on a Ressources Québec qui a jusqu'à 1 milliard de dollars qui peut être utilisé un peu partout au Québec pour des prises de participation ou des prêts dans les différentes régions. Et quand on dit aux gens, Pierre Arcan est en ville à cette île, il y a des gens qui nous disent, bon, il va-tu annoncer quelque chose pour Mine Arnaud? Vous êtes allé à New York, M. Arcan, récemment, c'était carrément du démarchage dans le dossier de Mine Arnaud qui cherche un opérateur, un partenaire majeur, là. Est-ce que ça annonce bien? Vous nous direz pas de secret aujourd'hui, j'imagine? Ben, pas tout de suite, mais on y travaille très fort. On travaille très fort. Ça prend à la fois des investisseurs et aussi ça prend des gens qui vont être capables d'opérer cette mine-là. Alors, on y travaille actuellement, puis dès qu'il y aura quelque chose de positif, ça me fera plaisir de venir en grande pompe ici pour annoncer ça. Et ça pourrait se faire en 2017? On l'espère. Donc, il y a des partenaires sérieux là qui sont à l'écoute, quoi. Il y a beaucoup de rencontres actuellement de ce côté-là, mais vous comprendrez que j'en dirai pas plus. Ben, merci. Merci. Vous prévoyez un séjour à Québec? Offrez-vous l'expérience Concorde. Situé en plein cœur du centre-ville, l'hôtel Le Concorde propose un parfait mélange d'élégance et de confort. Nos chambres multiples sauront répondre à vos besoins avec Internet haute vitesse, accès à la piscine et spa intérieur ainsi qu'à la salle d'entraînement. Régalez-vous en toute beauté avec le restaurant Ciel, notre bistrot-bar tournant avec vue imprenable sur la vieille capitale. Nombreuses activités familiales et culturelles à proximité, tarifs corporatifs avantageux et plusieurs forfaits attrayants. HôtelLeConcordeQuébec.com. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionsethile.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Olivier Occasion. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
Valérie, on va parler de l'éco-patrouille et des actions qui s'en viennent là. Il semble qu'on ait des mauvais citoyens au bureau, en tout cas, pour le recyclage. Hein. Je voyais le communiqué ce matin de la MRC de Sept-Rivières. Là, seulement 24% des matières recyclables là, dans nos milieux de travail. C'est pas beaucoup, ça. Vincent Carbonel est responsable un peu du plan de gestion des matières recyclables. Il est chargé de projet à la municipalité régionale de Comté qui regroupe Sept-Îles et Port-Cartier. Donc, 10 ans d'éco-patrouille cette année, plus pertinente que jamais, hein, justement, quand on prend ces chiffres-là qui ont été mis de l'avant dans le communiqué. C'est pas très reluisant comme chiffre, ça, pour les milieux de travail. Non, mais je pense que partout au Québec, c'est un petit peu plus difficile au travail. Pourtant, on se rend compte qu'à la maison, les citoyens commencent à avoir des bonnes habitudes de recyclage. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, si on recycle à la maison, pourquoi pas le faire au travail? C'est souvent le même geste. Parfois, il faut que l'employeur s'assure que les installations soient en place. Mais au final, ce sont les mêmes pratiques souvent. Donc. Ben tout à fait, mais justement, si on est capable de les faire à la maison, est-ce que c'est parce qu'on est mieux outillé à la maison qu'au travail, finalement? Est-ce qu'il y a des raisons pour ça? Je dirais que souvent c'est une question d'installation à la maison. On a notre bac bleu, on l'a reçu de la ville, et puis on a reçu le message d'une manière ou d'une autre à l'école, sur des pamphlets. Le message se rend au travail. Il arrive que y ait pas tout le temps des bacs bleus où il faut, que dans la chaîne de tri jusqu'à ce que ça se rende au gros conteneur bleu, il y ait un petit couac quelque part qui fait que des matières recyclables, se ramassent dans le mauvais bac. Puis c'est ça qu'on essaye de faire avec l'éco-patrouille depuis quelques années, c'est de faire ce diagnostic-là. Est-ce que c'est juste une question de mauvaises habitudes des employés, ou est-ce que on peut très vite solutionner le problème en mettant un bac bleu là où les gens consomment, dans la cafétéria par exemple. Là, il y a beaucoup de déchets qui sont générés. Si c'est une problématique plus large, où l'employeur n'a pas un bon bac à l'extérieur. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire en faisant un diagnostic préalable et en donnant les conseils adéquats par la suite pour se donner toutes les chances. Donc, c'est un programme gratuit, d'ailleurs, que c'est un service gratuit, ça, l'éco-patrouille. Il y a le programme 2017 qui a été lancé. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour le programme cet été? Oui, il y a des nouveautés parce que depuis plusieurs années, on s'est assuré de couvrir le territoire de Sept-Îles et de Port-Cartier, puis de la communauté aussi, pour que le diagnostic dont je viens de vous parler soit fait. Il reste quelques secteurs à Sept-Îles à faire, mais on a globalement fait un diagnostic dans la plupart des organisations, entreprises de la région. Et puis c'est pas qu'on a envie d'arrêter de féliciter les entreprises qui ont des bacs bleus et qui recyclent, mais là on a envie de faire passer le message que ça c'est la base, c'est ce qu'on appelle depuis cette année les incontournables. Donc les bacs bleus dans les lieux de consommation, puis le recyclage de manière générale, c'est l'incontournable. On a envie d'aller plus loin. Donc on va continuer à féliciter ceux qui font du beau recyclage, mais on va vouloir aller former les employés sur des sujets plus spécifiques en lien avec les problématiques régionales. Par exemple, le recyclage des matières organiques qui va bientôt s'en venir, la problématique des dépotoirs clandestins, l'efficacité au travail en matière de consommation de papier, c'est quelque chose qu'on trouve très très important aussi. Et puis de manière générale aussi l'éco-citoyenneté. Donc on veut pousser l'exercice plus loin pour qu'il y ait vraiment une formation plus large sur la gestion des matières résiduelles qui soit faite avec les employés. Et puis la carotte qu'on a un petit peu trouvée pour les organisations, les entreprises qui aiment bien pouvoir quantifier des performances, une amélioration, et puis aussi pouvoir l'afficher, c'est l'attestation de Recyc Québec. Ici on recycle, qui permet d'afficher publiquement ses accomplissements et son engagement en faveur de l'environnement. Et puis, bonne nouvelle, tout ce qu'on fait dans le cadre de l'éco-patrouille rentre dans le programme ici au Recycle et permet au bout du compte de pouvoir obtenir l'attestation de performance. C'est sûr qu'on aimerait ça que 100% des entreprises puissent avoir cette attestation-là, mais est-ce qu'on s'est fixé un objectif là, du côté de l'éco-patrouille? Est-ce qu'il y a un pourcentage d'entreprises qu'on aimerait qu'il l'ait finalement? On s'est pas fixé d'objectif cette année. Depuis que le programme existe, il y a à Sept-Îles et Port-Cartier 7 organisations qui ont cette attestation-là.
Puis c'est sûr qu'on a envie d'augmenter ce chiffre-là. Les municipalités se sont engagées elles-mêmes à s'inscrire au programme et puis obtenir le niveau de performance 2 qui est justement la mise en place des incontournables. Souvent ils sont déjà en place, mais il s'agit de le formaliser. Donc c'est une manière pour les municipalités que les bottines, c'est quoi? Suivre les babines. Exactement, pour reprendre une expression de chez moi. Exactement. Mais ce qui est le fun aussi avec l'éco-patrouille, moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est des jeunes qui sont dans ce programme-là, qui donnent l'exemple, qui se promènent en vélo un peu partout. Nous, ils viennent nous jaser tout l'été. C'est moi qui jase avec eux ici à la radio. Puis c'est vraiment des beaux jeunes motivés puis motivants aussi. C'est les citoyens de demain, finalement, là, qui nous forment les entreprises. Exactement. Le programme de l'éco-patrouille, c'est vraiment un programme que je trouve extraordinaire parce que à la fois ils mettent en œuvre un programme de sensibilisation, d'information dans la région, puis à la fois on permet à des jeunes de développer leur éco-citoyenneté puis d'être des ambassadeurs sur des enjeux environnementaux, gestion des matières résiduelles, mais aussi protection de l'environnement au sens large. Chaque année, parfois on a des anciens qui reviennent, mais parfois ce sont des nouveaux, puis on les forme pendant 2-3 semaines sur divers sujets. Et ça devient des ambassadeurs pendant les 2-3 mois où ils sont éco-patrouilleurs, mais dans leur milieu de vie, dans leur milieu de travail, aux études, à l'année longue finalement, et puis pour dans le futur, comme tu dis. Ben tout à fait. Donc là, on doit améliorer notre taux de récupération. Il y a le compostage aussi qui s'en vient bientôt. Ça va être un effort de plus là. Donc si on peut améliorer la récupération déjà puis que ce soit inculqué, ben là après ça on pourra y aller avec le compostage. Ça, ce sera une autre paire de manches là, probablement quand on sera rendu là. Hein. Exactement. Pour l'instant, le recyclage est obligatoire. Donc on essaye de beaucoup axer notre travail là-dessus. Puis ceux qui veulent être proactifs puis anticiper, ben là on leur dira que récupérer des matières organiques, dans le fond, c'est exactement le même geste que récupérer une matière. Il me semble que l'été dernier, c'était quoi, le 10e anniversaire de l'éco-patrouille. On avait un petit peu plus de budget, on a engagé un petit peu plus d'étudiants pour former cette éco-patrouille. Là, est-ce qu'on est capable de maintenir le même rythme, là? Oui, cette année, on avait ajouté, entre autres, les communautés autochtones. Là, exactement. Puis cette année encore, ils sont partenaires. Puis cette année, on a une petite évolution dans la structure, c'est qu'on aura on aura 2 responsables de secteur, un à Sept-Îles et un à Port-Cartier. Donc on va pouvoir vraiment déployer un programme vraiment très très proche des citoyens et des organisations. On est très très contents pour ça. Et quand on dit qu'on a un taux de récupération qui est faible dans nos milieux de travail, il y a toutes sortes de milieux de travail à cette île-là. Il y a des institutions, il y a des commerces, il y a de la grande industrie, il y a de la PME, il y a des shops de soudure, il y a toutes sortes d'endroits. Est-ce que il y a des lieux plus difficiles que d'autres qu'il va falloir sur lesquels on va se pencher là, peut-être les commodités sont pas les mêmes partout non plus là. Exactement. Ici, d'un petit bureau, ce serait assez facile de ramasser notre papier. Exactement. Effectivement. Il regarde la poubelle. C'est ce qu'on appelle une poubelle orpheline. Il n'y a pas de bac bleu juste à côté. C'est ça, exactement. Ouais, mais c'est ça. Tantôt, je disais, si le chapeau vous fait, mettez-le. En tout cas, moi. Peut-être que le chapeau nous fait des fois ici, ouais. Ouais, effectivement. Donc, voilà, on attend avec impatience le retour de l'éco-patrouille, ces nouveautés-là. Et, bien sûr, on le rappelle, service qui est gratuit. Donc, servons-nous-en. Vincent Carbonel. Et inscrivez-vous. Ben voilà, exactement. Si vous voulez avoir une formation ou un diagnostic chez vous, contactez-nous à info@commercialecopatrouille.org ou appelez-nous à la MRC au 88 962 1900 poste 3227. Vincent Carbonel, la MRC de Cette-Rivière, merci beaucoup pour cette entrevue à Côte-Nord Attitude. Avec plaisir. Et ça complète cette émission du mercredi midi. Valérie, un gros merci pour ta participation encore aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Merci à toi, Jean. Demain, on aura encore plusieurs sujets à vous offrir à notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Je vous souhaite une bonne tempête. Je rappelle qu'on annonce quand même quelques centimètres de neige, là, peut-être moins aujourd'hui, mais ce soir et demain, certainement.